Anton Tchekhov. Vers 10 heures d'un sombre soir de septembre, mourut de la diphtérie le fils unique du médecin du Zemstvo, Kirillov, le petit André, âgé de 6 ans. Lorsque la mère, affolée, à genoux près du lit de l'enfant, était dans le premier accès du désespoir, la sonnette dans l'antichambre tinta brusquement. Les domestiques, à cause de la maladie contagieuse, avaient été éloignés dès le matin. Kirillov, tel qu'il était, sans redingote, le gilet déboutonné, sans essuyer ni sa figure mouillée, ni ses mains brûlées par l'acide phénique, vint ouvrir. L'antichambre était obscure. On ne pouvait distinguer de l'homme qui entra que sa taille moyenne, son cache-nez blanc et sa figure, si pâle qu'il semblait que son apparition eût éclairci l'obscurité. « Le docteur est-il chez lui » demanda l'homme vivement. « C'est moi, » répondit Kirillov. « Que désirez-vous »« Ah, très heureux » fit le visiteur. Et se mettant à chercher à tâtons la main du docteur, il la saisit et la serra fortement. « Vous me connaissez, je m'appelle Abogin. J'ai eu le plaisir de vous voir cet été chez les Gnoutchev. Je suis très heureux de vous trouver ici. Au nom du ciel, ne refusez pas de venir tout de suite chez moi. Ma femme est tombée dangereusement malade. J'ai une voiture. » La voix et les mouvements de l'arrivant décelaient une agitation violente, comme s'il eût vu un incendie ou un chien enragé. Il retenait à peine sa respiration précipitée. Il parlait vite, d'une voix tremblante, et il y avait dans ce qu'il disait un accent d'inimitable sincérité et de crainte enfantine. Comme tous les gens effrayés et accablés, il parlait par courtes phrases, hachées, disait beaucoup de mots inutiles, ne se rapportant en rien au sujet. « J'avais peur de ne pas vous trouver, reprit-il. En venant, je souffrais de toute mon âme. Au nom de Dieu, habillez-vous et partons. Voici ce qui est arrivé. Alexandre Semyonovitch Patchinsky, que vous connaissez, vient me voir. Nous causons, nous nous mettons à boire du thé. Tout à coup, ma femme pousse des cris, porte la main à son cœur et s'appuie au dossier de sa chaise. Nous la portons sur son lit. Je lui frotte les tempes avec de l'ammoniac. Je lui jette de l'eau, elle reste étendue comme une morte. Je crains que ce ne soit un anévrisme. Partons, docteur. Son père, justement, est mort d'un anévrisme. Kirillov écoutait et se taisait, comme s'il ne comprenait pas le russe. Lorsque seulement Abogin reparla de Patchinsky, du père de sa femme, il se remit à chercher sa main dans l'obscurité. Le docteur releva la tête et dit, en allongeant apathiquement chaque mot. « Pardonnez-moi, je ne peux pas y aller. Il n'y a pas 5 minutes que mon fils est mort. »« Est-ce possible ?» murmura Abogin, reculant d'un pas. « Mon Dieu, que je viens mal à propos. Quel jour affreux, quelle coïncidence. C'est comme un fait exprès. » Abogin prit le bouton de la porte et, pensif, baissa la tête. Il hésitait visiblement, ne sachant plus que faire, partir ou insister. « Écoutez, dit-il avec feu, saisissant Kirillov par la main. Je comprends parfaitement votre situation. Dieu m'est témoin que j'ai honte d'essayer de détourner votre attention en un moment pareil. Mais que faire? Jugez-en vous-même. Chez qui aller? Vous êtes ici le seul médecin. Au nom de Dieu, venez. Ce n'est pas pour moi que je le demande. Ce n'est pas moi qui suis malade. » Il y eut un silence. Kirillov tourna le dos à Abogin, attendit un instant et entra lentement dans son salon. À en juger par sa démarche incertaine, machinale, par l'attention avec laquelle il redressa dans le salon l'abat-jour pelucheux d'une lampe non allumée et jeta un regard dans un grand livre qui se trouvait sur la table, il n'avait à cet instant nulle intention, nul désir. Il ne pensait à rien. Il ne se rappelait probablement pas qu'il y eût dans l'antichambre une personne étrangère. L'obscurité et le silence augmentaient manifestement son hébétude. En passant du salon dans son cabinet, il levait le pied droit plus haut qu'il ne fallait, tâtait des mains les montants de la porte, et l'on sentait dans toute sa personne une stupeur, comme s'il se trouvait dans un appartement inconnu où se fût enivré pour la première fois de sa vie et éprouva avec surprise une sensation nouvelle. Sur un des murs du cabinet s'allongeait, se brisant sur sa bibliothèque, une large raie de lumière. Elle arrivait, cette lumière, avec l'odeur lourde et confinée de l'acide phénique et de l'éther, d'une porte entr'ouverte menant à la chambre à coucher. Le docteur, se laissant tomber dans un fauteuil, près de sa table, regarda un instant d'un air assoupi ses livres éclairés, puis, se levant, il passa dans sa chambre à coucher. Il y régnait le calme de la mort. Jusqu'au moindre détail, tout y parlait de l'orage vécu, d'extrême lassitude et de détente. Une bougie sur un tabouret, au milieu d'une multitude serrée de fioles, de boîtes et de petits pots, et une grosse lampe sur la commode, éclairaient sa pièce. Sur le lit près de la fenêtre gisait l'enfant, les yeux ouverts, une expression étonnée sur le visage. Ses yeux semblaient à chaque instant s'assombrir davantage et s'enfoncer dans son crâne. La mère, les mains étendues sur le corps et la figure enfouie dans les plis du drap, était à genoux, près du lit. Pas plus que l'enfant elle ne bougeait,
mais que de mouvements et de vie dans les courbes de son corps et de ses bras. Elle était collée au lit de tout son être, de toute sa force, avidement, comme si elle craignait de changer la pose tranquille et commode qu'elle avait enfin trouvée pour son corps harassé. Couverture, torchon, cuvette, eau répandue à terre, pinceau, cuillère éparpillée çà et là, une bouteille d'eau de chaux, l'air même étouffant et lourd, tout était figé et semblait plongé dans le repos. Le docteur s'arrêta près de sa femme, enfonça les mains dans ses poches de pantalon et, la tête penchée, braqua son regard sur son fils. Son visage exprimait l'indifférence. Seules des gouttelettes brillant dans sa barbe laissaient voir qu'il avait pleuré. L'horreur répugnante que l'on se représente en parlant de la mort était absente de la chambre. Il y avait dans l'accablement général, dans la pose de la mère, dans l'indifférence apparente du docteur, il y avait quelque chose de poignant qui étreignait le cœur. Au juste, la fine, la presque insaisissable beauté de la douleur humaine que l'on n'arrivera pas de sitôt à comprendre et à décrire et que seule, semble-t-il, sait exprimer la musique. Jusque dans le lugubre silence, on sentait la beauté. Kirillov et sa femme se taisaient, ne pleuraient pas, comme si, jusque dans la lourdeur de leur perte, ils sentaient le tragique de leur position. Autrefois, dans le temps, s'était écoulée leur jeunesse, et maintenant disparaissait à toujours avec ce petit leur espoir d'avoir des enfants. Le docteur à 44 ans grisonnait déjà, paraissait un vieillard. Sa femme, à 35 ans, était fanée, malade. André était leur unique et leur dernier enfant. Au contraire de sa femme, le docteur était de ces natures qui, dans la douleur morale, éprouvent le besoin de bouger. Resté 5 minutes auprès de sa femme, levant le pied droit un peu trop haut, il passa de la chambre à coucher dans une petite chambre que remplissait à demi un large canapé, et, de là, dans la cuisine. Après avoir vagué près du fourneau et près du lit de la cuisinière, il entra par une petite porte, en se baissant, dans l'antichambre. Il y revit le cache-nez blanc et la figure pâle. « Enfin !» dit Abogine en soupirant, mettant la main sur le bouton de la porte. « Partons, je vous en prie !» Le docteur, tressaillant, le regarda et se souvint. « Écoutez, dit-il en s'animant, je vous ai dit que je n'y puis pas y aller, que vous êtes étrange. » « Docteur, dit Abogine d'une voix suppliante, arrangeant de la main son cache-nez, je ne suis pas un être insensible, je comprends parfaitement votre position, mais ce que je demande n'est pas pour moi. Ma femme se meurt. Si vous aviez entendu ce cri, vu ce visage, vous comprendriez mon insistance. Mon Dieu, je pensais que vous étiez allé vous habiller. Docteur, le temps presse, partons, je vous en supplie. Je ne peux pas y aller, dit Kirillov en espaçant les mots. Il fit un pas vers le salon. Abogine le suivit et le prit par la manche. « Vous souffrez, je le comprends, mais ce n'est pas pour une rage de dents ou une expertise que je viens vous chercher. Je viens vous chercher pour sauver une vie humaine. Une vie humaine, poursuivit-il, suppliant comme un mendiant, doit l'emporter sur tout chagrin personnel. Je vous demande du courage, de l'héroïsme, au nom de l'humanité. » L'amour de l'humanité est une arme à 2 tranchants, dit Kirillov agacé. Au nom de ce même amour, je vous demande de ne pas m'emmener. Et que c'est étrange, mon Dieu, je tiens à peine debout et vous me parlez d'amour de l'humanité. Je ne suis bon à rien en ce moment, je n'irai pour rien au monde. Et à qui laisserai-je ma femme? Non, non. Kirillov remua les 2 mains et recula. Et ne me le demandez pas, continua le docteur effaré. Excusez-moi, au terme du titre 13 des lois, je suis obligé de vous suivre et vous avez le droit de me prendre au collet. Soit, prenez-m'y, mais je ne suis bon à rien, je ne suis même pas en état de parler. Excusez-moi. Vous avez tort, docteur, de le prendre sur ce ton, dit Abogine en ressaisissant Kirillov par la manche. Je me soucie bien du titre 13. Je n'ai aucun droit de forcer votre volonté. Si vous le voulez, venez. Si vous ne voulez pas, que Dieu vous garde. Ce n'est pas à votre vouloir que je fais appel, c'est à votre sentiment. Une jeune femme se meurt. Votre fils vient de mourir. Qui donc, sinon vous, pourrait comprendre mon épouvante? La voix d'Abogine tremblait, et ce tremblement, son émotion, était bien plus convaincant que ce qu'il disait. Bien qu'il fût sincère, toute phrase qu'il employa était emphatique, froide, intempestive, et même offensante, et paraissait faire insulte du même coup à l'ambiance du docteur et à la femme qui mourait là-bas, quelque part. Abogine le sentait lui-même, et, craignant de ne pas être compris, il s'efforçait d'adoucir sa voix pour entraîner le docteur, sinon par ses paroles, du moins par sa sincérité. Du reste, une phrase si belle et si profonde soit-elle, n'émeut que les indifférents. Elle ne peut guère contenter les heureux ou les malheureux. Parce que la plus haute expression du bonheur ou de la douleur est presque toujours le silence. Les amoureux se comprennent mieux quand ils se taisent, et, sur une tombe, un discours chaleureux, passionné, ne touche que les étrangers. À la veuve et aux enfants, il semble froid et négatif. Kirillov se taisait.
Lorsque Abogin lui eut encore débité quelques phrases sur la haute mission du médecin, sur le sacrifice, et ainsi de suite, le docteur sombre lui demanda « Est-ce loin ?»« 13 à 14 verstes. J'ai d'excellents chevaux, docteur. Je vous donne ma parole que dans 1 heure le voyage sera fait. Aller et retour. 1 heure seulement. » Ces mots eurent plus d'effet sur le docteur que les appels à l'amour de l'humanité et à la mission du médecin. Il réfléchit et dit, en soupirant « Bien, partons. » Vite, d'un pas déjà assuré, il entra dans son cabinet et revint peu après, en longue redingote. Le suivant à petits pas, se confondant en politesse, Abogin heureux l'aida à mettre son pardessus et sortit avec lui. Dehors il faisait nuit, mais moins sombre que dans l'antichambre. Dans l'obscurité se dessinait nettement la haute taille voûtée du docteur, sa barbe, étroite et longue, et son nez aquilin. On voyait maintenant, outre le visage pâle d'Abogin, sa grosse tête et une petite casquette d'étudiant qui lui couvrait à peine le crâne. Son cache-nez ne faisait une note claire que par devant. Derrière, il disparaissait sous ses longs cheveux. « Croyez, marmottait Abogin en installant le docteur dans sa calèche, que je saurais apprécier votre grandeur d'âme. Nous allons être vite arrivés. Toi, Louka, mon petit, marche le plus vite possible. Compris ?» Le cocher partit grand train. Tout d'abord s'allongea la ligne médiocre des bâtiments groupés dans la cour de l'hôpital. Seul, tout au fond de la cour, filtrait la lumière vive d'une fenêtre, tandis qu'au premier étage, les 3 baies principales de l'hôpital paraissaient plus pâles que l'air ambiant. La calèche entra ensuite dans d'épaisses ténèbres. On y sentait l'humidité et les champignons, et on y entendait un bruissement d'arbres. Les corbeaux, réveillés par le bruit des roues, s'ébrouaient dans la feuillée et jetaient des cris plaintifs et inquiets, comme s'ils savaient que le fils du docteur était mort et que madame Abogin était malade. Puis apparurent les arbres séparés des arbustes. Un étang lugubre brilla, sur lequel dormaient de longues ombres noires, et la calèche roula dans la plaine unie. Le croassement des corbeaux s'entendait en sourdine au loin. Bientôt, il se tut tout à fait. Pendant presque tout le chemin, Kirillov et Abogin avaient gardé le silence. Une fois seulement, Abogin fit un profond soupir et murmura « Affreuse torture! On n'aime jamais tant les siens que lorsqu'on est menacé de les perdre. » Tandis que doucement la calèche passait à gué une rivière, Kirillov revint brusquement à lui, comme si le clapotement de l'eau lui effrayait, et il se mit à remuer. « Écoutez, dit-il avec angoisse, laissez-moi m'en retourner. Je reviendrai plus tard. Je ne voudrais qu'envoyer un infirmier auprès de ma femme. Elle est seule. » Abogin garda le silence. La calèche, mollement balancée, remonta, après avoir heurté contre une pierre, la rive sableuse, et continua sa route. Kirillov s'agitait dans l'angoisse et regardait autour de lui. Derrière la voiture, à la maigre lueur des étoiles, se voyaient la route et des saules qui disparaissaient dans la nuit. À droite, la plaine aussi plate et infinie que le ciel. Au loin, çà et là, probablement sur des tourbières, se verraient quelques petits feux blafards. Parallèlement à la route, à gauche, s'allongeait une colline, bouclée de menus arbustes, et au-dessus d'elle, immobile, planait un grand croissant rouge, légèrement embué, entouré de petits nuages qui semblaient le surveiller de toutes parts, pour qu'il ne disparût pas. Il y avait dans la nature entière quelque chose de désolé, de malade. La terre semblait une femme déchue, enfermée dans une chambre sombre qui, tâchant de ne pas songer au passé, languit aux souvenirs du printemps et de l'été, et attend sans réaction l'hiver inévitable. De toutes parts, la nature apparaissait comme une fosse noire, infiniment profonde et froide, d'où ni Kirillov ni Abogin, ni le croissant rouge ne sortiraient jamais. Plus on approchait, plus Abogin devenait impatient. Il s'agitait, se levait, regardait par-dessus l'épaule du cocher, quand enfin la calèche s'arrêta près de la marquise, tendue d'une toile rayée, et quand il eut regardé les fenêtres éclairées du premier étage, on l'entendit haleter. « S'il arrive quelque chose, dit-il au docteur, en entrant dans l'antichambre et en se frottant les mains avec agitation, je n'y survivrai pas. Mais on n'entend aucune allée et venue, ajouta-t-il en prêtant l'oreille. C'est donc que tout va bien quant à présent. On n'entendait dans l'antichambre ni voix ni pas. Malgré le brillant éclairage, toute la maison semblait endormie. Kirillov et Abogin, sortis de l'obscurité, pouvaient enfin s'examiner. Grand, voûté, négligemment vêtu, le docteur était laid. Ses lèvres, grosses comme celles d'un nègre, son nez d'aigle, son regard veule et indifférent, avaient une expression rude, désagréable et sévère. Ses cheveux mal peignés, ses tempes creuses, le grisonnement précoce de sa barbe, à travers laquelle apparaissait le menton. La nuance gris pâle de sa peau, ses manières gauches, anguleuses, tout dans sa rudesse évoquait la misère endurée, l'exténuation par la vie et les hommes. En voyant toute sa sèche personne, il ne semblait pas que cet homme eût une femme, et qu'il pût pleurer un enfant. Tout autre était Abogin. C'était un blond robuste, de belle prestance, la tête forte, les traits accentués, mais doux, élégamment mis à la dernière mode.
Dans son allure, dans sa redingote exactement boutonnée, dans son épaisse chevelure et son visage, il y avait quelque chose de noble, de léonin. Il marchait la tête haute, la poitrine ouverte, parlait avec une voix agréable, bien timbrée, et néanmoins dans sa façon d'enlever son cache-nez ou d'arranger ses cheveux, se décelait une grâce fine, presque féminine. Sa pâleur et la peur enfantine avec laquelle il regardait le haut de l'escalier pendant qu'il quittait son manteau n'enlevaient rien à sa tenue et à l'air de santé, d'assurance et de bien-être que respirait toute sa personne. « Je ne vois personne et n'entends rien, » dit-il en montant l'escalier. « Pas de va-et-vient. Dieu veuille que ça aille mieux. » Il fit passer le docteur par une grande pièce que tachait un piano noir et où pendait un lustre dans sa gaine. Tous deux entrèrent dans un petit salon, très confortable et beau, baigné d'un agréable demi-jour rose. « Asseyez-vous ici un instant, docteur. Je reviens tout de suite. Je vais voir et prévenir. » Kirillov resta seul. Le luxe du salon, l'agréable pénombre, sa présence même dans une maison inconnue, avec cet air d'aventure, ne paraissaient pas l'émouvoir. Assis dans un fauteuil, il examinait ses mains brûlées par l'acide phénique. Il voyait à la dérobée l'abat-jour rouge vif, la caisse d'un violoncelle, et, ayant jeté un coup d'œil vers l'endroit où cliquetait la pendule, il vit un loup empaillé, aussi imposant et bien nourri qu'Abogin lui-même. Le calme était absolu. Quelque part, loin dans les chambres voisines, quelqu'un fit « Ah !» d'une voix forte. Une porte vitrée claqua, peut-être celle d'une armoire, et tout rentra dans le silence. Au bout de 4 ou 5 minutes, Kirillov cessa d'examiner ses mains et leva les yeux vers la porte par laquelle son client avait disparu. Au seuil de cette porte se tenait Abogin, mais tout différent de celui qui était sorti. L'expression de bien-être et de fine élégance s'était envolée. Une vague expression d'effroi et de torturante douleur physique déformait sa figure, ses mains, sa pose. Son nez, ses lèvres, ses moustaches, tous ses traits étaient en mouvement, semblaient vouloir se détacher. Ses yeux avaient l'air de rire de douleur. Abogin avança pesamment à grands pas jusqu'au milieu du salon, se courba, gémit et brandit les poings. « Elle m'a trompé !» s'écria-t-il en appuyant fortement sur la première syllabe. « Elle m'a trompé ! Elle est partie ! Elle a fait la malade et m'a envoyé chercher un médecin, uniquement pour s'enfuir avec ce pitre de Patchinski. Mon Dieu !» Abogin marcha lourdement vers le docteur, allongea du côté de son visage ses poings blancs et mous et continua à hurler en les brandissant. « Partie ! Elle m'a trompé ! Pourquoi ce mensonge? Mon Dieu! Mon Dieu! Pourquoi cette malpropre tricherie, cette ruse perfide, ce jeu diabolique? Que lui ai-je fait? Elle est partie! » Les larmes lui coulèrent des yeux. Il se retourna brusquement et se mit à marcher dans le salon. À présent, avec sa redingote courte, son pantalon étroit à la mode, faisant paraître ses jambes trop fines, avec sa grosse tête et sa crinière, il ressemblait étrangement à un lion. La curiosité naquit sur la figure indifférente du docteur. Il se leva et regarda Abogin. « Pardon ?» demanda-t-il. « Où est la malade ?»« La malade !» s'écria Abogin en riant et pleurant, et agitant toujours les poings. « Ce n'est pas une malade, mais une maudite, bassesse lâcheté, telle qu'on n'aurait pas inventé Satan lui-même. Elle m'a éloigné pour s'enfuir avec ce pitre, ce clown stupide, cet Alphonse. Ah, mon Dieu! Il eût mieux valu qu'elle mourût. Je ne supporterais pas ce coup-là. Je ne le pourrais pas. » Le docteur se redressa. Ses yeux se mirent à cligner, s'emplirent de larmes, et sa barbe étroite se porta avec sa mâchoire à droite et à gauche. « Pardon? Qu'est-ce là ?» demanda-t-il intrigué. « Mon enfant est mort. Ma femme, avec son chagrin, est seule à la maison. Je tiens à peine debout. Il y a 3 nuits que je n'ai pas dormi. Et quoi? On me fait jouer dans je ne sais quelle banale comédie un rôle d'accessoire? Je ne le comprends pas. » Abogin ouvrit un de ses poings, lança à terre un bout de papier froissé et mit le pied dessus, comme sur un insecte que l'on veut écraser. « Et je n'ai pas vu, pas compris !» dit-il, les dents serrées, brandissant un de ses poings à hauteur de sa tête. On eût dit qu'on lui avait marché sur un corps. « Je n'ai pas remarqué qu'il venait chaque jour à cheval et qu'il était venu aujourd'hui en voiture. En voiture. Pourquoi? Je ne l'ai pas compris. Bénet !»« Je ne comprends pas, » marmotta le docteur. « Mais qu'est-ce là? C'est un persiflage, une dérision de la douleur d'autrui. C'est une chose impossible. Je vois cela pour la première fois. » Et avec le lent étonnement d'un homme qui ne commence qu'à se rendre compte qu'on l'a profondément offensé, le docteur leva ses épaules, ouvrit les bras et, ne sachant que dire, se laissa tomber, accablé, dans un fauteuil. Elle ne m'aimait plus, elle en aimait un autre. Soit, que Dieu l'assiste. Mais pourquoi cette tromperie? Pourquoi cette lâche machination et cette traîtrise? Disait Abogin, d'un ton plaintif. Pourquoi? Que t'ai-je fait? Écoutez, docteur, dit-il avec feu en s'approchant de Kirillov. Vous avez été le témoin involontaire de mon malheur.
Je ne vous cacherai pas la vérité. Je vous jure que j'aimais cette femme. Je l'aimais avec vénération, comme un esclave. Je lui ai tout sacrifié. Me suis brouillé avec les miens. J'ai abandonné mon emploi. La musique. Je lui ai pardonné ce que je n'eusse pardonné ni à une mère, ni à une sœur. Je ne lui ai jamais fait mauvais visage. Je ne lui ai jamais donné aucun prétexte. Pourquoi donc ce mensonge? Je n'exige pas d'amour. Mais pourquoi cette ignoble perfidie? Si l'on n'aime pas, qu'on le dise tout droit, honnêtement. D'autant qu'elle connaît mon opinion là-dessus. Les larmes aux yeux, tremblant de tout son corps, Abogin épanchait son âme devant le docteur. Il parlait avec entraînement, les deux mains sur son cœur, dévoilant, sans aucune hésitation, ses secrets intimes, et il semblait content que tous ces secrets sortissent enfin de sa poitrine. S'il eût parlé ainsi 1 ou 2 heures, mis son âme à nu, il se fût senti incontestablement soulagé. Si le docteur, qui sait, lui écouter, lui montrer de la compassion, Abogin peut-être, comme il arrive souvent, se fût résigné à son malheur sans protester, sans faire des sottises inutiles. Mais il en tourna tout autrement. Tandis qu'Abogin parlait, le docteur, offensé, changea visiblement. L'indifférence et la surprise firent place peu à peu à l'expression d'un outrage amer, de l'indignation et du courroux. Ses traits devinrent encore plus heurtés, plus durs et plus déplaisants. Lorsqu'Abogin approcha de ses yeux la photographie d'une jeune femme au joli visage, mais sec et inexpressif comme celui d'une nonne, et demanda s'il pouvait admettre que ce visage pût mentir, Kirillov bondit soudain, les yeux en feu, et dit grossièrement en détachant chaque mot. « Pourquoi me dites-vous tout cela? Je ne veux pas vous entendre, je ne le veux pas !» cria-t-il en frappant la table du poing. « Je n'ai que faire de vos médiocres secrets, que le diable les emporte. N'osez pas me dire toutes ces banalités. Ou bien, pensez-vous donc que je ne sois pas assez outragé? Suis-je un laquais que l'on puisse offenser sans fin? Dites !» Abogin recula devant Kirillov et le fixa avec étonnement. « Pourquoi, continua le docteur dont la barbe remuait, m'avez-vous amené ici? Si vous vous mariez par pléthore, enragé par pléthore et jouez des mélodrames, en quoi cela me regarde-t-il? Qu'ai-je à voir avec vos romans? Laissez-moi en paix. Exercez-vous dans le noble art du pugilat. Affichez des idées humanitaires, jouez. Le docteur regarda la caisse du violoncelle. Jouez du trombone et de la contrebasse et engraissez-vous comme des chapons. Mais n'osez pas vous moquer des gens honnêtes. Si vous ne savez pas les respecter, faites-leur du moins la grâce de votre attention. Pardon? Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Demanda Abogin devenant rouge. Cela signifie qu'il est bas et indigne de se jouer ainsi des gens. Je suis médecin et vous regardez les médecins, ainsi que tous les travailleurs, qui ne sont pas parfumés et ne font pas la débauche, comme vos laquais, et des gens de mauvais ton. À votre gré, tenez-vous pour tel, mais personne ne vous a donné le droit de traiter un homme qui souffre en accessoire de vos fantaisies. Comment osez-vous dire cela? Demanda lentement Abogin, dont le visage recommença à trembler, et, visiblement, de colère cette fois. Comment, me sachant dans la peine, avez-vous osé m'amener ici pour écouter vos banalités? Cria le docteur, et il frappa de nouveau la table du poing. Qui vous a donné le droit de bafouer le chagrin d'autrui? Vous êtes fou, s'écria Abogin. C'est manquer de générosité. Je suis moi-même profondément malheureux. Malheureux, fit le docteur en riant avec mépris. N'employez pas un mot pareil. Il n'a rien à faire avec vous. Les faquins qui ne trouvent pas à emprunter sur billet se qualifient eux aussi de malheureux. Malheureux aussi, le chapon que la graisse étouffe. Gens de rien. Monsieur, glapit Abogin, vous vous oubliez. Pour de pareils mots, on gifle. Comprenez-vous? Abogin tira vivement de sa poche son portefeuille, y prit 2 billets et les lança sur la table. Voici le prix de votre visite, dit-il, les narines battantes. Vous êtes payé. N'ayez pas la hardiesse de m'offrir de l'argent, cria le docteur, faisant voler les billets à terre. On ne paie pas un outrage avec de l'argent. Abogin et le docteur, face à face, continuaient à se jeter des injures imméritées. Jamais, même dans le délire, ils n'avaient proféré tant de mots injustes, cruels et ineptes. L'égoïsme des malheureux s'exprimait violemment en eux. Les malheureux sont égoïstes, méchants, injustes, cruels, et moins capables que les sots de s'entre-comprendre. Le malheur n'unit pas, il désunit. Là même où il semblerait que la similitude de leur peine devait unir les gens, il se commet bien plus d'injustice et de cruauté que dans un milieu relativement heureux. « Veuillez me faire reconduire chez moi !» cria le docteur étouffant. Abogin sonna nerveusement. Comme personne ne répondit à son appel, il résonna et lança avec rage la sonnette à terre. Elle tomba sourdement sur le tapis avec un gémissement plaintif, presque agonisant. Un domestique parut. « Où diable étiez-vous fourré ?» lui cria son maître, les poings crispés. « Où étais-tu, toi ?»« Va dire qu'on avance la calèche pour ce monsieur, et pour moi qu'on attelle la voiture. »« Attends !» cria-t-il comme le domestique se retournait pour sortir. « Que demain il n'y ait plus aucun traître dans cette maison. Tous à la porte. Je fais maison nette. Serpent !»
En attendant les voitures, Abogin et le docteur se taisaient. L'un avait déjà retrouvé son expression de bien-être et de fine élégance. Il arpentait le salon, relevant élégamment la tête et méditant évidemment quelque chose. Sa colère n'était pas encore tombée, mais il faisait semblant de ne pas remarquer son ennemi. Le docteur, debout, une main appuyée sur le bord de la table, regardait Abogin avec ce profond mépris, un peu cynique et laid, avec lequel regarde seul la peine et le malheur, mis en présence du bien-être et de l'élégance. Lorsque, peu après, le docteur fut monté dans la calèche et parti, ses yeux continuaient à regarder avec mépris. La nuit était bien plus noire qu'une heure auparavant. Le croissant rouge avait disparu derrière la colline. Les nuages qui le surveillaient glissaient en taches sombres près des étoiles. Une voiture à lanterne rouge roula sur la route et dépassa le docteur. C'était Abogin qui allait faire des sottises et protester. Pendant toute la route, le docteur ne pensa ni à sa femme, ni au petit André, mais à Abogin et aux habitants de la maison qu'il venait de quitter. Ses pensées étaient injustes, inhumainement cruelles. Il condamnait Abogin, sa femme, Patchinski et tous ceux qui vivaient dans la pénombre rose et sentaient les parfums. Et il les détestait, les méprisait jusqu'à en ressentir du mal dans le cœur. Et à leur sujet, une conviction ferme s'établissait dans son esprit. Le temps passera, la douleur de Kirillov passera, mais l'injuste prévention, indigne d'un cœur humain, ne passera pas. Elle demeurera jusqu'à la tombe dans l'esprit du docteur.